Les épargnants ont-ils de nouvelles volontés en matière d'investissement ou de placement financier en cette rentrée 2022 ? C'est la question qui va nous animer à présent dans Enjeux Patrimoine, où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, un plateau que vous connaissez. On a traité pas mal de sujets ensemble. Là, l'idée, c'était de voir un petit peu, en cette rentrée 2022, si il y avait une évolution dans les appétences des épargnants en matière d'investissement ou de placement à la lumière peut-être de sujets en lien avec l'ISR, avec les inquiétudes qu'on peut voir sur les marchés financiers ou encore avec le contexte économique et inflationniste qu'on suit régulièrement en tant qu'épargnant, ou encore, parce que ça fait la une un petit peu de toute la presse patrimoniale en ce moment, des inquiétudes qu'on peut avoir sur la valorisation de sa résidence principale. Est-ce que vous, dans vos échanges au quotidien, vous voyez des thématiques qui reviennent comme ça régulièrement, qui évoluent par rapport à ce que vous pouviez voir il y a un an à la même période ? Alors déjà, on a vu quelque chose d'assez étonnant depuis la rentrée, c'est qu'habituellement, il y a des clients qui veulent faire un point plutôt en fin d'année ou en tout début d'année. D'accord. Et là, je pense que l'actualité morose de l'été, de l'inflation, de l'énergie, etc., a fait que certains ont pris le pli dès la rentrée de se dire, bon, je vais essayer de vérifier un petit peu où en est mon patrimoine. On a réfléchi pendant l'été, là, il faut faire un point à la rentrée. Exactement. D'accord, c'est ça. C'est un petit peu ça. Plutôt le patrimoine financier. D'accord. Patrimoine immobilier, c'est vrai que même si on entend beaucoup parler de taux d'emprunt qui montent, de taux d'usure, de dossiers rejetés par les banques, la clientèle patrimoniale est quand même moins impactée. Ou d'inquiétude sur le niveau de prix, tout simplement, de ce qu'on aura acheté. Mais oui, donc là, c'est moins un sujet que vous voyez. D'accord. Ouais, c'est un peu moins un sujet pour le moment, parce que c'est quand même des tendances assez longues, finalement, bien sûr, immobilier. Et les clients ne regardent pas forcément quotidiennement, en gros, ce qu'ils ont acheté, combien ça peut valoir, sauf quand ils réfléchissent déjà à vendre. Bien sûr, oui, d'accord. Donc souvent un petit peu moins. Partie financière, c'est un petit peu différente, parce que les clients s'étaient peut-être pas rendu compte de tout ce qui s'était passé depuis le début de l'année. Bien sûr. Invasion de la Russie, ensuite il y a l'inflation qui ne devait pas durer, finalement on nous annonce que ça va durer un petit peu, été un peu caniculaire, etc. Donc là ils se disent, bon, où est-ce que j'en suis ? Si on remet dans le contexte, les marchés actions mondiaux ont perdu à peu près 20%. Depuis le début de l'année ? Depuis le début de l'année, ça monte à peu près à moins 25 sur tout ce qui est technologie américaine, on est à peu près à moins 15 sur l'Europe. Donc déjà, quand on leur dit ça, on dit « Ah oui, d'accord, okay, bon, j'avais peut-être pas suivi. » Bien sûr, oui, c'est ça. C'est qu'on a suivi les actualités que vous avez citées, mais c'est vrai que l'épargnant n'a pas forcément en tête l'impact que ça a pu avoir sur les marchés financiers, alors qu'on a connu des plus hauts sur l'année 2021. Là, il n'avait pas forcément effectivement en tête ce sujet de turbulence peut-être sur les marchés financiers. Oui, parce qu'on avait connu les turbulences un petit peu comme le Covid, où les marchés ont perdu moins 40 en un mois. Donc là, on entend parler tous les jours à la télé, etc. Là, c'était un peu plus ponctuel. Et je pense que les épargnants se sont peut-être dit à chaque fois que ça remontait entre chaque, mais pas forcément, on est plus dans un trend un peu baissier. Donc ce qui a pas mal changé, je trouve, depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a 10 ans à peu près, les clients étaient contents quand ça montait, mécontents quand ils perdaient de l'argent. Et aujourd'hui, il y a une tendance qui dit que, donc très bien, potentiellement, je ne gagne pas d'argent ou j'en perds un petit peu, mais dans quoi je suis investi ? Ok, de les regarder plus en détail dans quoi on investit. D'accord. Exactement. Donc, quand on leur explique qu'après, ils sont investis potentiellement dans les actifs un peu plus tangibles, donc c'est un petit peu le sujet, potentiellement soit de l'immobilier qui va être réhabilité, soit peut-être sur des infrastructures. Et en fait, tout ça, quand on leur explique et qu'on va un petit peu plus loin dans le détail, voilà, on va dire que la pilule passe un petit peu mieux. Ils comprennent qu'on est sur des investissements un peu plus longs et que ponctuellement, on peut effectivement être sur les actifs cotés un petit peu en deçà de l'investissement, mais qu'en gros, la perspective sur le long terme est plutôt bonne. Donc, si je comprends bien, sortir en partie des marchés financiers pour aller vers de l'investissement plus tangible, ça, c'est une demande, entre guillemets, d'un certain nombre d'épargnants aujourd'hui. Il y en a qu'on sait... Alors, infrastructure, ça peut être coté ou non coté. Bien sûr. On voit qu'il y a une tendance qui est assez intéressante, enfin, qu'ils aiment bien aussi sur la partie non cotée. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui travaillent aussi dans des cadres dirigeants qui sont dans des entreprises cotées, qui tous les trimestres doivent sortir les résultats, annoncer une certaine guidance pour les résultats jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et d'un coup, en gros, si la nouvelle n'est pas bien prise par le marché, la société perd pas mal de sa valorisation, alors que dans les sociétés non cotées, on a beaucoup plus de temps en gros pour travailler sur des investissements à 5 à 10 ans. Et donc du coup, on n'est pas dans la même duration, on va dire. Donc une volonté vraiment de savoir dans quoi on investit et d'aller un petit peu plus loin que simplement de savoir si on a une performance ou non, mais de comprendre dans quoi on investit. Là, on parle effectivement d'immobilier ou d'infrastructure. Ce sujet de transparence, vous le constatez également sur des sujets d'investissement socialement responsable, peut-être plus en lien avec la transition énergétique ou la transition climatique. Ça, vous le constatez aussi ? Oui, tout à fait. Déjà, il y a un sujet qu'on n'entendait pas forcément parler auparavant, il y a une réglementation SFDR, voilà, qui est la réglementation sur l'information, la finance durable, où il y a article 8, article 9 qui sont sortis depuis quelques temps, et là, les clients commencent à en parler.
D'accord. Ah, c'est les clients qui parlent d'article 8, article 9. D'accord. Alors, on les avait déjà inclus dans les portefeuilles, sans forcément préciser que c'était article 8, article 9. Et maintenant, ils commencent à se dire, est-ce que j'en ai dans mes portefeuilles, etc. Et ça aussi, se dire que j'investis dans des choses. Donc, article 9, c'est qu'il y a un souhait, il y a un objectif d'investissement durable de la part du fonds. Et expliquer que ponctuellement, ce fonds est potentiellement en baisse, mais qu'il a cet objectif-là, tout de suite, ça aide aussi à expliquer que sur le long terme, il y a quand même des perspectives qui sont intéressantes, etc. Donc, on préfère un fonds qui ne gagne pas d'argent, mais qui investit sur des supports en lien avec nos valeurs, qu'un fonds performant, mais qui investirait sur des choses qui ne seraient pas en lien avec nos valeurs. On n'est pas encore rendu là. D'accord, ça prend du temps. On a déjà un premier biais qui dit que si je perds de l'argent, autant que ce soit dans quelque chose qui va créer de la valeur et sur le plan de l'humanité, environnementale ou sociale. Effectivement, à deux placements égaux, on va aller sur celui qui est un peu plus respectueux. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet dont on traite souvent dans cette émission. On parle de normes ESG, on parle d'ISR, et on a quand même l'impression que quand on écoute des épargnants sur le sujet, eux, ils répondent climat. Et le sujet S ou G, c'est moins dans leurs préoccupations. C'est ce que vous constatez dans vos échanges ou là, pour le coup, on est sur des thématiques ESG au sens large du terme? Alors, je pense que le E de ESG, effectivement, qui est le critère environnemental, c'est le principal. Il y a quand même un critère aussi qui est plutôt, alors pour social et de gouvernance, c'est plutôt aussi sur la féminisation des conseils d'administration, etc. D'accord, il y a quand même un souhait aussi de la part de la clientèle de dire, bon voilà, très bien, historiquement, il y avait peut-être 90% d'hommes dans les conseils d'administration. Si maintenant on peut tendre vers une égalité homme-femme et que ce soit aussi sur les salaires, etc., c'est quand même un plus aussi. Mais effectivement, je pense que le critère environnemental, c'est le numéro 1. C'est celui aussi où c'est le plus facile d'investir, de voir les impacts. Bien sûr, parce qu'il y a des gros enjeux. On parle de neutralité carbone en 2050. Les montants qui sont annoncés à investir, on parle de plus de, je crois que c'est 10 000 milliards qu'il faudra investir d'ici là. Donc forcément, il y a des enjeux qui sont énormes. Il y a des sociétés qui fonctionnent déjà très bien, qui sont même françaises, qui dans ce genre de secteur. Donc je pense que c'est ce qui parle le plus aux Français, surtout après l'été caniculaire qu'on a vécu. Voilà, quand il fait 40 degrés en Bretagne, bon. On prend rendez-vous avec son conseiller en gestion de patrimoine à la rentrée pour lui dire on va peut-être revoir dans quoi je suis investi, c'est ça? Par exemple. Par exemple, on ne fait pas que ça, mais effectivement, c'est pour faire le lien avec tout à l'heure. Donc là, on a parlé effectivement d'investissement tangible. On parle effectivement de cette volonté d'aller vers des investissements plus responsables. Il y a un autre sujet, moi, que j'aurais imaginé, je ne sais pas, mais le gouvernement a laissé entendre que la réforme des retraites n'était pas remise en cause. Alors, on ne va pas parler de la réforme des retraites, puisque de toute façon, on n'a pas beaucoup d'éléments sur le sujet aujourd'hui. En revanche, ça remet quand même sur la table un sujet de préparation de retraite pour un certain nombre d'épargnants. Ça, c'est des choses que vous voyez venir plus souvent que d'habitude dans les discussions, qui est un sujet qui est de toute façon traité régulièrement. Comment est-ce qu'il est abordé en cette rentrée 2022 ? Ouais, c'est un sujet qu'on aborde tout le temps. En fait, on récupère et on travaille avec les clients sur le site qui s'appelle l'assuranceretraite.fr, sur lequel vous pouvez vérifier, qui est un site qui est très bien fait, il faut le dire, qui est plutôt bien fait. On peut avoir tout son relevé de carrière, donc déjà voir s'il manque des trimestres qui ne sont pas remontés, et on peut ensuite faire des simulations en se disant, voilà, si j'ai ma retraite dans 5 ou 10 ans, comment est-ce qu'on peut simuler les revenus futurs qu'on va avoir d'ici là, et estimer si je pars à 62, 3, 4, 5, 6, 7, les futurs revenus que je vais avoir. D'accord. C'est super intéressant. Parce que derrière, si un client il peut imaginer qu'il va avoir, j'ai une bêtise, 5 000 € de retraite, finalement, il va en avoir que 3. Et il y a des mauvaises surprises comme ça ? Il y a des mauvaises surprises dans les deux sens. Il y en a qui sont un peu très pessimistes et qui vont imaginer pas avoir suffisamment, donc ils vont penser uniquement à la retraite. Finalement, quand on fait cet exercice-là, ils se rendent compte que ça va se passer un petit peu mieux. Et à l'inverse, on a ceux qui sont un petit peu plutôt cigales et qui se disent non, mais la retraite, ça va être bon, je vais réussir à maintenir mon train de vie, etc. Et finalement, pas du tout. Donc le fait de faire cet exercice enclenche derrière des actes, on va dire, de gestion de patrimoine pour répondre à cet objectif de maintien du train de vie à la retraite. Parce qu'on peut voir des personnes gagnant bien leur vie, ce qu'on pourrait appeler un gros salaire, se rendre compte que finalement, à la retraite, il y a une perte conséquente de niveau de vie. Bah justement, plus quelqu'un gagne beaucoup, plus il va avoir une baisse de revenus très importante. D'accord. Ouais. Et souvent, il y a des charges, effectivement, qu'on n'aura peut-être plus, mais il peut potentiellement encore avoir des personnes qui ont eu des enfants assez tard, etc. Il va avoir des frais scolaires, potentiellement encore des remboursements d'emprunts, etc., etc. Oui, c'est ça. Il faut bien intégrer ces charges pour le jour où on n'a plus les revenus liés à son activité professionnelle. Tout à fait, oui. Donc on voit un petit peu les deux cas. Il y a ceux qui mettent beaucoup de côté. D'accord. Parce que souvent autour d'eux, ils ont vu qu'il y a des personnes qui ne l'avaient pas forcément fait ou la génération précédente ne l'avait pas forcément fait. Et à l'inverse, il y a ceux qui se laissent un petit peu aller. Et là, c'est le bon moment en fait pour aller voir un conseil,
regarder justement ce sujet-là et puis mettre en place les solutions s'il y a besoin. Et alors, justement, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, comment est-ce qu'on prépare la retraite d'un épargnant aujourd'hui, sachant qu'il y a une réforme des retraites à venir? Alors évidemment, elle ne remettra peut-être pas en cause les dispositifs existants aujourd'hui ou les supports d'investissement, mais on est dans une certaine incertitude sur la façon dont va être gérée la retraite demain. Est-ce qu'on peut quand même faire des choses aujourd'hui? Je pense qu'une des choses principales à faire en gestion de patrimoine, c'est toujours de prendre le scénario du pire et de se dire qu'en tous les cas, ça pourra être qu'une bonne nouvelle derrière. Donc souvent, on prend le scénario du pire en se disant, même en gros sur ce qui est annoncé sur le fameux site que je citais tout à l'heure, l'assurance-retraite.fr, on prend une décote un petit peu en se disant d'ici que vous arrivez à la retraite, ça peut évoluer et on va dire plutôt qu'à la baisse. Donc on prend une marge et on part sur ce principe-là, quoi. Merci beaucoup Bastien Baron d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous décrypter un petit peu les appétences des épargnants, des investisseurs en cette rentrée. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.